Bonjour, bienvenue, je suis Amandine, la fondatrice du Journal pour Soi et également votre hôte sur le podcast Pour Soi. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou que vous traversez un moment difficile dans votre vie, comme la perte d'un proche, un burn-out, une séparation ou une maladie, ce podcast est fait pour vous. À travers des interviews avec des professionnels du bien-être, nous allons vous donner des solutions concrètes pour faire face à ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Claudia et Mélanie, plus connues sous le nom de Self Love Project. Claudia et Mélanie sont coachs en relations amoureuses et à travers cette interview, on va parler d'un sujet en particulier, le sujet de la rupture. Dans cet épisode, elles vont nous donner 5 grands conseils quand on vit une rupture. On parlera aussi si oui ou non il faut rester ami avec son ex, comment reconnaître une relation toxique, quand ça n'a pas marché une fois, est-ce que ça peut marcher une deuxième fois ? On parlera également du fait d'avoir peur de dire stop à une relation qui au fond ne nous convient plus. Et on parlera également de plein d'autres sujets. Cet épisode est rempli d'informations et de conseils. J'ai adoré interviewer les filles. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claudia, bonjour Mélanie. Bonjour Amandine. Bonjour Amandine. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Pour Soi. Donc on va passer tout de suite à la première question. Donc vous êtes coach certifié en estime de soi et en relations amoureuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents types de coaching que vous proposez ? Du coup, on propose plusieurs formes de coaching différentes. La plus importante et la plus engageante, on va dire, c'est des accompagnements individuels qui s'étalent sur plusieurs semaines à plusieurs mois et qui sont principalement destinés aujourd'hui aux femmes célibataires qui veulent se préparer pour une belle relation, pour rencontrer quelqu'un avec qui construire une belle relation. Et qui sont souvent dans des mêmes schémas répétitifs avec des hommes indisponibles, avec des croyances limitantes, des peurs, des blocages et qui veulent donc essayer de se libérer un petit peu de tout ça pour enfin avancer dans leur vie amoureuse. Question suivante, comment savoir si on doit plutôt suivre un coaching ou une thérapie ? Parce que ce sont un peu deux choses complémentaires, mais parfois on ne sait pas trop si on doit s'adresser à un coach ou à un thérapeute en fait. C'est deux choses complémentaires, mais c'est assez différent. En fait, la thérapie, ça va plus s'intéresser à l'axe du présent, le présent c'est maintenant, vers le passé. Ça veut dire qu'on va regarder dans le passé, essayer de comprendre ce qui s'est passé et quels impacts ça a sur la personnalité, sur ce qu'on vit aujourd'hui. Le coaching, on va être sur un axe présent-futur. Du coup, on va vraiment essayer d'agir sur l'état présent pour atteindre quelque chose dans le futur. Donc en fait, c'est assez complémentaire parce que ça permet de couvrir le pan passé-futur si on va sur du coaching. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a envie d'être plutôt dans l'action et essayer d'atteindre un objectif, auquel cas le coaching est la chose la plus appropriée. Et après, sur les thérapies, nous, on pense que tout le monde a besoin à un moment de faire une thérapie parce que c'est aussi se réparer de tout le passé. Et je rajouterais à ça effectivement que dans la thérapie, on répond à la question du pourquoi. En gros, pourquoi est-ce que je suis la personne que je suis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a construit dans mon passé, dans mes traumas, dans ma famille et qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui ? Alors qu'en coaching, on va répondre plutôt à la question comment ? C'est-à-dire comment j'avance justement vers ce que disait Mélanie, vers l'objectif que je me suis fixé, qui peut être dans notre cas avoir plus confiance en soi, rencontrer quelqu'un, me remettre de ma rupture, ou alors essayer de faire mieux fonctionner mon couple. Voilà, les objectifs peuvent être multiples. Et donc comme disait Mel, il y a vraiment une complémentarité sur ces deux choses-là. Et en plus, on le voit vraiment au travers des accompagnements qu'on fait, parce qu'on a, je pense, à peu près au moins 50% des personnes qu'on accompagne aujourd'hui qui sont déjà ou qui ont déjà été en thérapie. Et qui trouvent une dynamique dans le fait de se faire accompagner en coaching. Et à contrario, les gens qui n'ont pas encore eu parfois le temps ou l'occasion, ou peut-être qui ont eu des craintes par rapport à la thérapie, ça peut faire peur, c'est vrai, peut-être à certaines personnes pour qui c'est pas dans leur environnement habituel. Eh bien, le coaching, ça peut être une bonne porte d'entrée pour se poser des questions sur soi, pour commencer à creuser de façon peut-être un peu moins intimidante que la thérapie. C'est une bonne mise en scène. C'est très très bien expliqué. C'est vrai que en fait ça montre à quel point ça peut être totalement complémentaire le coaching plus la thérapie. Et c'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on n'a pas besoin d'aller voir un coach. Franchement, très bien expliqué. Merci.
Alors, question suivante. Pour aller un peu plus loin sur un sujet en particulier, je reçois beaucoup de messages de personnes qui vivent une rupture très douloureuse. Pour certaines personnes, une rupture peut même entraîner une dépression. Moi, je sais que j'ai interviewé une psychologue clinicienne et qui disait que parfois, une rupture, c'était comme vivre en fait un deuil. Donc, vous, quels sont vos 5 grands conseils que vous donnerez à une personne qui vit une rupture ? Alors déjà, le premier conseil, je pense, c'est d'accepter qu'une rupture, c'est douloureux et que ça va prendre du temps. Tu parlais des phases du deuil, ben oui, c'est comme un deuil. Il y a des étapes et il faut accepter de passer par ces étapes. Des fois, on avance, on va reculer. Et c'est déjà accepter et prendre le temps et accepter que ce soit douloureux, quoi. Pas se dire, c'est pas normal. C'est ça. Et je dirais qu'effectivement, en plus, on est dans une société, je pense, où on veut toujours aller vite. Et puis, forcément, quand on est en souffrance, on voudrait que le point de souffrance disparaisse rapidement. Donc, parfois, on va se retrouver peut-être à se remettre vite dans une relation alors qu'on n'est pas tout à fait prêt ou prête. Et bon, en soi, voilà, ça fait partie des expériences, hein, c'est pas grave. Mais des fois, derrière, ça peut être délétère, surtout si on n'a pas guéri certaines choses de la relation d'avant, évidemment, mais aussi de ce sur quoi est venue appuyer la relation d'avant. Et ce qui fait qu'on est plus fragile et que potentiellement, on peut se retrouver plus facilement, on est plus à risque de se retrouver dans une nouvelle relation toxique ou une relation qui va nous faire du mal. Donc voilà, c'est vraiment accepter ce temps et aussi se dire que le temps pour se remettre de la relation n'est pas forcément proportionnel à la durée de la relation et qu'il peut y avoir des relations qui sont hyper impactantes, comme tu disais, qui peuvent entraîner parfois des dépressions. Et en fait, souvent, c'est le cas quand en fait, comment dire, c'est ce qu'on a projeté sur la personne en termes d'attente et en termes, tu vois, d'inconscient, de la place qu'on lui a donnée symboliquement dans le rapport à nous-mêmes et à notre inconsciemment, qui fait que quand elle disparaît de notre vie, ça va venir appuyer sur des points de souffrance, des blessures qu'on n'avait pas forcément conscientisées et qui vont derrière potentiellement enclencher une réaction très forte parce que c'est venu appuyer sur des peurs ou voilà, des choses qu'on n'a pas guéries avant. Ouais, mais parfois, en fait, la douleur, on peut l'associer au fait qu'on a perdu cette personne, mais en fait, parfois, ça réveille juste, en fait, des problématiques qu'on a depuis toujours. Et ça, en fait, ça appuie juste sur la blessure, mais parfois, voilà, on met toutes nos émotions et tout ce manque sur la personne, alors que c'est pas forcément la problématique de fond, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que, parce que nous, on aime bien voir les opportunités dans la crise, c'est pour ça qu'une rupture, aussi difficile soit-elle, ça peut être une excellente opportunité, justement, pour aller voir et explorer ces problématiques-là et essayer d'avancer pour ne pas les revivre, quoi. Parfois, c'est ce que je dis souvent même par rapport au journal pour soi, c'est que je dis parfois les choses les plus dures qu'on traverse dans notre vie, c'est ce qui nous permet d'avancer et de faire un travail sur soi et d'aller mieux derrière. Donc sur le coup, ça va être douloureux, mais parfois une rupture, ça, au final, en plus, c'est peut-être que du bon pour nous, on va dire. C'est un petit peu compliqué quand on vit une rupture de se dire ça, mais souvent c'est ça. Conseil, je pense qu'on peut donner, c'est potentiellement de couper les contacts avec la personne dans un premier temps. Pour essayer, à un moment, c'est de se dire « Ok, on coupe ». C'est difficile, mais ça permet de vraiment entamer ce processus de rupture, je pense. Ah, ça, c'est le plus dur, je pense. Ouais, parce que souvent, moi je le vois avec mes amis, tout ça. Souvent, en particulier moi, mes copines, des fois, on stalk, on va dire, la personne, son ex, tout ça sur les réseaux sociaux, et il y a rien de pire. Et c'est très très dur, hein. Juste d'appuyer sur un bouton et de se dire je me désabonne, c'est une étape qui est très compliquée, hein. Et faut le faire par étapes, c'est ça. Enfin, au début, ça peut être un challenge, c'est je vais pas voir pendant 1 semaine ces réseaux sociaux. Déjà, c'est beaucoup. Enfin, sur le premier temps. Et c'est vraiment de se dire on y va par étapes. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avoir une relation autre et amicale avec la personne, mais on pense vraiment qu'il faut ce moment où on se sépare vraiment, le temps qu'on guérisse, avant de pouvoir peut-être développer une nouvelle forme de relation avec la personne. Mais ça, c'est une très belle idée, le fait de faire par étapes, se mettre un challenge, c'est-à-dire sur 1 semaine, on regarde pas et après, on peut peut-être passer au désabonnement. Et puis, c'est ne pas être trop exigeant avec soi-même, je pense, parce que, en fait, il faut être indulgent. On est dans une période où on va mal. Et c'est OK de se dire, là, j'ai craqué, j'avais besoin de me rassurer. Et voilà, c'est être bienveillant avec soi-même, quoi. Non, je réfléchissais. Non, oui, il faut pas hésiter, même sur le numéro de téléphone, pas hésiter à le supprimer si besoin, quitte à donner à un ou une amie le numéro
en backup pour pouvoir le récupérer plus tard. Mais voilà, comme ça, au moins, c'est plus facile de pas faire les choses quand on n'a pas la possibilité concrète de les faire, donc de pas envoyer un message si on n'a plus le numéro dans son téléphone, etc. Et donc, faut pas hésiter à faire ça. Et juste, Mélanie, pour rebondir sur quelque chose que tu as dit on peut avoir une relation derrière avec son ex, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que vous, donc, il est bon de rester ami avec un ex ou il y a quand même une durée à respecter avant de créer Moi, je pense que là-dessus, il n'y a pas de règle. Enfin, moi, à titre perso, j'ai été en couple pendant 10 ans et maintenant, j'ai une relation amicale qui est saine avec mon ex parce que on sait qu'on était allé au bout de la relation et qu'on n'a pas d'envie d'un côté comme de l'autre de se remettre ensemble. Donc, c'est assez sain. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir une relation avec son ex si on a un espoir que quelque chose renaisse parce qu'en fait, c'est pas une vraie relation. Et il faut juste savoir ce qu'on y met dans cette relation, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Et à contrario, moi, je suis plutôt du genre à couper de façon très radicale mes relations et tu vois, supprimer ce Facebook, supprimer les numéros, etc. Après, ma dernière relation était un peu plus toxique, donc forcément, t'as plus envie d'entretenir de lien avec la personne. Donc je pense que voilà, ça dépend aussi du caractère de chacun. Mais évidemment, si on reste ami avec l'autre en espérant qu'il se repasse quelque chose, c'est signe qu'il vaut mieux. C'est pas encore le moment d'être ami avec, quoi. Et là, c'est l'importance aussi d'être honnête avec soi-même, c'est-à-dire ne pas se voiler la face en disant non mais c'est sûr, je veux plus rien, alors qu'au fond on veut quelque chose et on a l'espoir là. Pour se remettre d'une rupture, on avait aussi en conseil, enfin moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est accepter ses émotions et des fois c'est de les poser sur du papier. Et j'aime bien donner cet exercice qui est d'écrire une lettre, soit à soi-même, soit dans le but de l'envoyer à l'autre, pour essayer de clore ça, mais d'écrire ce qu'on ressent à tête reposée, et de laisser ça un peu partir. Donc la technique, ça peut être déjà l'écrire, et après voir si on a envie de la brûler, on la brûle, si on a envie de l'envoyer, on l'envoie. Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être un très bon exercice d'écrire là-dessus. C'est vrai que l'écriture, c'est un peu miraculeux. Enfin, moi, j'y crois beaucoup parce que voilà, j'écris le journal pour soi. Voilà, c'est quand même en lien. Et c'est vrai que j'y crois beaucoup. Ça peut vraiment apaiser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, par contre, alors je ne sais pas si vous êtes pour cette méthode, qui envoient, on va dire, des romans par message, tout ça. Est-ce que ce côté écriture, c'est quand même, en fait, de le faire aussi seul avec soi-même, se retrouver un petit peu à tête reposée et attendre avant de l'envoyer? Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut envoyer des choses. Il faut. Pardon. J'allais dire, non, tu peux écrire en étant dans l'émotion parce que le but c'est de te décharger émotionnellement. Mais par contre, vaut mieux pas envoyer quand on est dans l'émotion parce qu'on peut regretter derrière effectivement certaines choses qu'on a dites. Après voilà, a posteriori, on peut quand même envoyer pour en parler avec la personne si on en ressent le besoin, tu vois. Après tout, pourquoi pas, hein, tant que c'est respectueux, etc. Si c'est un besoin, il faut aussi... Enfin, moi, je sais que mon ex, il avait fait ça 1 mois ou 2 après notre rupture. Il m'avait écrit, je lui avais répondu, voilà, j'imagine que son besoin à ce moment-là, c'était ça. Bon, pourquoi pas. Mais je pense que c'est bien d'écrire, de laisser reposer 2-3 jours, de relire et de se dire, oula, est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que je reprends que certaines idées pour le dire à l'autre si vraiment j'en ai besoin, voilà. Et aussi, c'est quelle attente je mets en l'envoyant. Aussi. Je pense. C'est est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une réponse ou est-ce que ça me suffit de l'avoir posé sur papier, j'ai pas besoin d'une réponse. Ouais, parce que parfois ça peut être un peu douloureux aussi si on attend une réponse et que la personne nous répond pas, ou ça peut être un peu douloureux. Du coup, le 4e conseil qu'on a envie de donner, c'est évidemment de ne pas hésiter à en parler à son entourage, parler de ses émotions, demander de l'aide, dire qu'on va pas bien. Et c'est vrai que ça peut paraître évident pour certains, mais je pense que pour certaines personnes, c'est pas si évident que ça parce qu'elles n'ont pas cette habitude de demander de l'aide. On se dit qu'on est faible, il y a toutes ces croyances qui sont liées à ça. Et que comme c'est pas une blessure physique et que ça se voit pas, on est moins légitime à demander cette aide. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter et surtout pas hésiter à aller en thérapie, surtout s'il y a des pressions et il y a vraiment un mal-être qui est extrêmement profond. Et pourquoi pas éventuellement aussi se faire accompagner sur un coaching sur une durée du coup limitée aussi dans le temps pour permettre de rebondir et d'avancer, quoi. Parce qu'en moyenne, par exemple, si vous accompagnez des personnes qui souffrent en fait d'une rupture, ça dure à peu près combien de temps un coaching par rapport à ça ? On va dire qu'on est sur 1 mois ou 2 de suivi avec 3-4 séances. Ah, c'est rapide quand même. C'est pas... Après, voilà, la différence en fait du coaching par rapport à la thérapie, c'est vrai qu'on est plus limité dans le temps. Donc là, c'est plus pour, mettons, tu vois, en post-rupture, poser à plat
pourquoi la rupture a eu lieu, tu vois. Mais du coup, en fait, pour moi, le coaching, il serait peut-être pas immédiatement, genre dans les 2 mois qui suivent la rupture. Enfin, il y a un petit temps quand même émotionnellement de décharge qui, de toute façon, qu'on peut pas éviter. Le moment du coaching, c'est le moment où aussi on peut commencer à se détacher, commencer à faire le bilan pour se détacher de sa culpabilité qu'on peut ressentir, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, tu vois, vraiment de poser à plat avec des exercices, de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et de commencer à ouvrir un peu sa vision, peut-être de travailler sur sa vision de la solitude aussi, potentiellement. Et donc, comment est-ce qu'on peut se mettre dans l'action par rapport à cette solitude qui nous fait peur pour ne pas trop la ressentir. Donc voilà, on est plus dans l'action avec le coaching, dans le plan d'action qu'on va mettre en place pour, à partir de maintenant, commencer à avancer. Mais c'est bien parce que ça peut vraiment accompagner et aider les personnes à pas se sentir seules dans un sens, vu que je pense que voilà, vous êtes là, vous soutenez avec des exercices, tout ça, ça peut être vraiment pas mal pour les personnes qui vivent très mal une rupture. Oui, et puis c'est ça, et puis c'est envisager, je pense, positivement cette situation de célibataire, essayer de transformer ça. Nous, on aime bien tout voir comme une opportunité. Et du coup, c'est de comprendre quel est le positif qu'on a à retirer de cette situation. Et je pense que ça peut faire changer d'état d'esprit et aider justement à passer à autre chose. Et c'est là-dessus, le 5e conseil, je pense, qu'on peut donner, c'est de faire le point sur sa rupture, mais peut-être pas le faire immédiatement, mais 1 mois après. Et c'est d'essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. Et du coup, ça permet vraiment de faire le point, de voir les attentes qui n'étaient pas comblées dans la relation, enfin les besoins plutôt qui n'étaient pas comblés dans la relation, et de comprendre vraiment ce qu'on a envie pour les prochaines relations, ou ce qu'on a envie aussi de combler soi-même, de se dire là j'avais trop d'attentes justement et pas assez de besoins, et je les comblais pas assez moi-même, j'attendais trop de l'autre qu'il le fasse à ma place. Qu'est-ce que je peux faire pour moi être plus indépendante, plus autonome, pour me subvenir moi-même à mes besoins. Et je suppose dans les coachings par rapport à la rupture, vous aidez vraiment la personne à, je pense, reprendre un peu le pouvoir, on va dire, et à être plus confiante en elle-même, tout ça. Je pense que c'est un peu la base aussi, c'est que parfois une rupture, on la vit très mal parce qu'on a tellement mis de choses en fait sur notre relation, sur notre partenaire, quitte à même s'oublier, que du moment où en fait cette personne part, en fait, tous les piliers de notre vie s'effondrent. L'idée, c'est comment est-ce qu'on se recentre sur soi, comment est-ce qu'on va repuiser en soi de l'amour de soi, comment on réapprend à prendre en charge ses besoins, même si l'idée, c'est justement, non, en théorie, dans un monde idéal, évidemment, mais avant d'entrer dans une relation, c'est déjà d'avoir cette autonomie affective pour être moins impacté justement au moment de la rupture. Ça veut pas dire pas être impacté, ça veut pas dire en avoir rien à faire, mais c'est juste qu'elle soit pas psychologiquement complètement anéantissante. Donc effectivement, de faire ce travail pour revenir à soi, s'apaiser et développer la bienveillance nécessaire pour réussir à se laisser le temps d'aller mieux, quoi. Question suivante. Donc parfois il arrive après une rupture que une des 2 personnes, voire les 2 personnes reviennent en fait, on va dire à la charge. On dit souvent que voilà, si ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà la première chose, on le disait juste avant, c'était de comprendre pourquoi il y a une rupture et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. Est-ce qu'il y a eu un temps suffisant entre les deux, et est-ce que ce qui n'a pas fonctionné, là, ça ne va pas se reproduire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le contexte qui fait que ça ne va pas se reproduire, par exemple? Donc ça, c'est un peu la première, je pense, question qu'ils vont se poser. Et aussi, c'est pendant cette période de célibat que j'ai eue, qu'est-ce que j'ai appris de moi-même? Qu'est-ce que j'ai appris sur mes besoins? Et est-ce que cette relation que je pourrais avoir, elle répond vraiment à mes besoins? En fait, parce que parfois, sur la période, je ne sais pas si ça fait 2 ans que vous êtes séparés, on n'est plus les mêmes personnes en 2 ans, on a peut-être évolué. Alors déjà, si la personne ne répondait pas à mes besoins quand j'étais en relation avec elle, est-ce que maintenant que mes besoins ont évolué, elle répond encore à ça? Ouais, après, je dirais que ce qu'il faut aller identifier, mais comme dans beaucoup de choses d'une façon générale, c'est quelle est l'intention derrière l'action. Donc, c'est-à-dire que l'intention de se remettre avec l'autre, est-ce qu'elle est drivée par la peur? J'ai peur d'être seule, j'ai peur de jamais retrouver personne. Donc, voilà. Donc, en général, pas bon plan. Est-ce qu'elle est drivée par le besoin? Je ne prends pas en charge mes besoins, j'ai besoin de pas être seule, pareil, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi. Et donc,
mauvais driver aussi en général. Sans jugement hein, quand je dis ça, mais mauvais dans le sens où c'est pas celui qui va nous apporter le plus de sérénité et de bonheur sur du long terme. Ou alors, la troisième intention, c'est l'envie, où là, on est vraiment aligné avec soi. Et ça c'est le bon driver à identifier pour se dire, ah ben là, je suis dans la bonne direction et je suis sur la bonne voie. Après, je pense que le plus dur, c'est quand on est dedans. Même si on a des amis qui peuvent nous donner un regard extérieur, c'est très compliqué de différencier si c'est une envie profonde, on va dire, et sincère, ou si c'est, par exemple, un manque affectif ou autre chose qui prend le relais. Et là, c'est là où c'est très compliqué. Et je pense un coach, par exemple, peut aider à, on va dire, à discerner. En plus, vous êtes quelqu'un d'extérieur, donc vous n'êtes même pas les amis, donc il n'y a pas le jugement dedans, il y a quoi que ce soit. Donc, ça peut être quand même hyper intéressant. Bien sûr, ça permet de poser les choses à plat, effectivement, d'avoir le recul et de pas avoir l'affect que les amis ont, où il y a une projection, toutes ces choses-là, qui sont naturelles. Et donc, d'avoir un regard un peu plus objectif sur la situation, quoi. Je pense que la dernière question à se poser, c'est est-ce qu'avec cette personne, on va s'aider à être les meilleures versions de nous-mêmes, en fait. C'est est-ce qu'on va suffisamment s'élever? Est-ce que je pense sincèrement que c'est avec lui que je deviens une meilleure personne, une meilleure version de moi? Et c'est assez paradoxal parce que souvent les relations, j'ai l'impression en tout cas, dans lesquelles les gens retournent et foncent tête baissée, c'est souvent des relations toxiques qui les tirent vers le bas et qui leur apportent rien. Donc du coup, c'est une très bonne question à se poser parce que quand on y répond, on se rend vite, ça empêcherait beaucoup de gens, je pense, de se remettre dans des relations qui leur conviennent pas juste en répondant à cette question-là. Mais moi, je sais, parce que j'ai déjà vu des personnes, retourner, par exemple, je sais pas, pendant 10 ans, elles sont un coup avec la personne, un coup elles sont plus avec la personne, et c'est là où c'est compliqué parce que pourtant, c'est des personnes au bout de, je sais pas, 10 ans, on commence à on commence à voir certaines choses, et pourtant ça se reproduit sans cesse. Puis moi, je me dis des fois, c'est tellement dommage, c'est difficile de partir. Et on a déjà fait le chemin une fois, pourquoi s'imposer de potentiellement devoir le faire une deuxième fois? De toute façon, à partir du moment où il y a répétition d'un comportement qui entraîne une insatisfaction ou une souffrance, c'est là qu'il faut aller creuser, soit en thérapie, soit en coaching, soit les deux, comme on disait. Mais si on est bloqué dans une boucle, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qu'il faut aller identifier pour pouvoir en sortir. Et j'ai une petite question. En tant que personne extérieure, par exemple, on a affaire à une personne qui souffre d'une rupture, mais qui retourne sans cesse. Est-ce que vous, par exemple, vous conseillerez aux amis de faire quelque chose, de dire des choses, ou il faut toujours rester et la personne doit faire son bout de chemin toute seule? Je pense qu'il faut les guider, en fait. Il ne faut pas donner son avis. Il faut avoir de l'empathie et essayer de juste amener les personnes à se poser des questions qu'on essaye de poser. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y retourner? Je comprends que tu as envie de ça. Qu'est-ce qui te fait envie? Oui, il ne faut pas être trop frontal parce que le risque, c'est d'isoler la personne et qu'après, elle n'en reparle pas et qu'elle s'enferme dedans. Alors évidemment, le bémol qu'on met à ça, c'est que si la personne elle est dans une relation toxique, violente, là, la question ne se pose pas, on intervient et on l'arrache directement à la situation. Hein. Je veux dire, pour moi, là, il n'y a pas de négociation là-dessus. Oui, là, on parle de toute relation qui ne met pas la personne psychologiquement ou physiquement en danger. Parce que sinon, là, il n'y a aucun doute. Mais le plus dur, c'est que même quand c'est des relations qui sont très très malsaines, voire même violentes, c'est que la personne en fait est tellement dedans. Moi, je l'ai vécu par rapport à une amie, et c'est vrai que c'est limite de l'impossible de juste l'extraire, juste pour qu'elle ait une vision différente. C'est le après en fait où on se rend compte. Mais quand on est dans une relation, on n'arrive même pas à voir parfois le côté toxique en fait. Même si au fond, je me dis qu'au fond, on le sait quand même, on le sait qu'il y a quelque chose. On réfléchit tous un peu de la même façon quand même sur certaines choses, et on sait quand quelque chose est dangereux pour nous. Mais le plus dur, c'est vraiment de s'extraire, de se dire qu'est-ce qui va pas et est-ce que je dois rester là, quoi. Bien sûr, t'as raison. Et puis en fait, c'est pris dans tellement de schémas inconscients, dans tellement de choses qui viennent s'ancrer dans des choses du passé que c'est difficile en fait de conscientiser tout ça. Et puis c'est pas agréable, c'est inconfortable de se poser ces questions. Alors c'est un inconfort nécessaire et qui finalement fait avancer, et qui en vrai, quand on le met en parallèle de l'inconfort réel d'être dans une situation de souffrance qui finalement est minime, mais pour certaines personnes c'est difficile de sortir de leur zone de confort, même si la zone de confort est synonyme de souffrance. Ouais, c'est sûr. Et pour, on va dire, par rapport à ces questions, pour rester sur une note positive, moi, c'est mon point de vue, mais en fait, je l'ai vu par expérience, c'est que souvent, on a peur de dire stop et de dire non à une personne,
Et parce qu'on a peur de, par exemple, jamais retrouver quelqu'un de bien ou d'aussi bien. Et en fait, il faut se dire souvent que la vie, on va dire, est bien faite et que si avec une personne ça n'a pas fonctionné, eh ben peut-être qu'il faut fermer cette porte pour pouvoir ouvrir une autre porte. Et souvent, si on reste trop obstiné sur une personne, eh ben on n'arrive pas à voir les belles choses qui sont autour de nous. Et parfois, ça peut fermer des portes à des personnes qui sont absolument géniales, en fait. Il faut avoir cette capacité. Là, du coup, ça aborde le versant, parce que nous, on essaye vraiment de mélanger les deux, c'est-à-dire l'aspect psychologique, rapport à soi, et l'aspect socio-culturel aussi, de comment est-ce que la société dans laquelle on a grandi vient influencer sur notre vision de l'amour. Et donc là, ce que tu dis, je pense que là-dessus, c'est aussi se détacher de ce fantasme, de cette idée qu'on peut avoir il y a une seule personne qui nous est destinée, et donc du coup, si on laisse partir cette personne qui nous est destinée, on va se retrouver seul jusqu'à la fin de nos jours. Donc il faut sortir de cet esprit fantasmé de ça pour se dire, bah non, il n'y a pas une seule personne, il y a des gens à des moments donnés de ma vie que je croise en fonction de la personne que je suis, de la personne qui sont à ce moment-là. Et quand ça match, et quand ça match plus, on arrête et on continue d'avancer, il y aura d'autres personnes. C'est vraiment ça, c'est le côté de, il y a des bonnes personnes à des moments de notre vie et si on les rencontre, c'est pour quelque chose. Et elles nous font faire un chemin, elles nous apprennent quelque chose. Et une rupture, c'est pas un échec, c'est une expérience. Et c'est une occasion d'apprendre quelque chose, d'apprendre sur soi et d'aller vers autre chose. Donc en fait, c'est essayer de le voir positivement. Ouais, là vous avez tout résumé, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que la peur, mais je pense que c'est tout ce qui est film, dessins animés, tout ça, où on est bercé par le prince. Il faut pas se planter parce que si on loupe le coche, on est foutu. Enfin, c'est clairement ça l'image. Hein. Et même moi, je le vois avec des copines, ou même moi, j'ai déjà eu cette idée de me dire en fait, mais si je perds cette personne, mais j'ai peut-être perdu l'amour de ma vie, mais en fait pas du tout. Je pense que bien non, il y a plein de princes sur cette terre. Absolument. Bon, pour conclure les interviews, j'aime bien poser 3 petites questions. Donc première question, pour vous, est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie et que vous aimeriez partager avec nous ? Alors moi, c'est pas un livre qui a forcément changé ma vie, mais qui je trouve peut vraiment aider au quotidien. C'est 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Et en fait, je trouve ça top parce que c'est le côté, on a l'impression que tout est très compliqué. Mais c'est de se dire, ok, j'essaye d'avoir une vision plus quotidienne de mes journées, de regarder ce que j'ai apprécié dans ma journée et en fait de s'introduire des doses de positivisme et d'optimisme chaque jour. En fait, c'est un travail au quotidien. Et je trouve qu'il le rend très pratique et que c'est un livre qui peut vraiment faire du bien. Enfin, moi, sur la pratique du coaching, je trouve que ça m'a aidé de le lire. J'ai adoré ce livre. Moi, j'ai déjà lu. Il est vraiment incroyable. Et moi, là, tout ce qui est gratitude, reconnaissance, j'y crois beaucoup parce que le journal pour soi, il est basé là-dessus. C'est que vraiment, en fait, chaque soir, de terminer sa journée et de se dire 3 petites choses pour lesquelles on est reconnaissante. Et parfois, on s'en rend pas compte, mais ça peut absolument changer notre vie et notre regard sur les choses. Parce qu'il y a des choses totalement anodines mais si on les perdait, ça changerait notre vie. Et pourtant, parfois, on les oublie, on n'est pas assez reconnaissant pour ces petites choses. Mais ce livre est génial. Ouais, moi de mon côté, alors je sais pas pareil si c'est un livre qui a changé ma vie, mais en tout cas c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé la reconversion et qu'on a commencé à créer le Self-Love Project, qui s'appelle Être adulte en amour de David Richaud et qui est vraiment très 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 enrichissant. Enfin voilà, même si maintenant j'y reviens, je relis certains passages à la fois sur la connaissance de soi, la prise en charge de nos blessures, de nos peurs. Donc vraiment c'est quelque chose c'est un livre que je recommande fortement quand on veut déconstruire son rapport à l'amour, à l'état amoureux, au couple, à la relation. Intéressant. Je connais pas, mais je vais aller voir. Question suivante. Avez-vous une citation qui vous a marqué dans votre vie ? Alors oui, c'est marrant parce que je crois qu'on l'a réécrite il n'y a pas très longtemps sur le compte. C'est « La bonne personne au mauvais moment n'est jamais la bonne personne ». Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper difficile à accepter, de se dire... mais c'est d'accepter ça, de se dire oui, j'aimerais être avec lui, oui, il pourrait se passer quelque chose, mais bon, si à ce moment-là, il y en a un des deux qui n'est pas prêt ou qui a un mauvais timing, c'est que c'était pas la bonne personne et il faut pas perdre son temps, il faut essayer de passer à autre chose parce qu'il y a une autre histoire qui nous attend et ne pas rester bloqué là-dessus. Je l'avais vue cette citation sur votre compte, je l'avais relayée. C'est vrai qu'elle est très très bien. Et Claudia, je sais pas si... Ouais, alors moi elle m'a tellement marquée que je l'ai tatouée sur mon bras, mais elle est marquée dans tous les sens du terme. Alors moi c'est une citation qui dit « Si l'on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime ».
Et voilà, c'est un truc qui est important pour moi parce que je suis quelqu'un de très émotif, c'est hypersensible et à la fois c'est une force et à la fois des fois c'est très désespérant quand on est dans le creux de la vague et de l'émotion. Et c'est quelque chose que voilà, j'avais besoin de marquer sur moi, en tout cas pour la relire et me rappeler dans ces moments où c'est dur que en même temps c'est pas pour rien, qu'il y a autre chose en plus de ces moments difficiles à vivre. Il y a aussi des moments très positifs apportés par cette sensibilité, qu'on a une façon de dire que voilà, il faut pas oser, faut oser justement, faut pas avoir peur d'être vulnérable, de montrer sa sensibilité aux autres, parce que c'est comme ça qu'on se connecte et voilà, c'est comme ça qu'on existe au mieux, quoi. La sensibilité, c'est encore un grand sujet, hein. Mais c'est vrai que dans notre société, malheureusement, c'est un peu perçu comme une faiblesse, alors que la sensibilité, c'est quelque chose un peu qui nous rend tous uniques, en fait. Et la sensibilité, pour moi, en tout cas, c'est bien une force. Alors, pour terminer l'interview, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus ou qui souhaitent tester les coachings, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Le plus simple, c'est notre page Instagram, du coup Self Love Project FR, tout attaché. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message en DM, on répond à tous nos messages. Je mettrai le lien dans le descriptif du podcast. Et en fonction de ce que vous souhaitez, on pourra voir ce qu'on peut proposer comme accompagnement. Et par rapport, vous avez un site internet aussi qui est plutôt bien fait en plus, je suis allée voir. Ouais, alors nous on veut le changer, alors du coup, non, mais oui. Il y a notre site aussi. On peut moins facilement rentrer en contact avec nous, vraiment le plus simple, c'est Instagram. Le plus simple, c'est Insta. Ok, ça marche. Sur Instagram alors. Après, effectivement, si les gens n'ont pas Instagram, sur le site, il y a aussi un formulaire de contact pour nous contacter. N'oublions pas que tout le monde n'est pas sur Insta, c'est vrai. Ça marche, super. Eh ben, merci beaucoup les filles, c'était super. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus, avec Claudia et Mélanie, nous avons fait un live qui est en replay en IGTV sur mon compte Amandine Zorin. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également le lien de la page Instagram ainsi que le site Self Love Project. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.